Claudine, une femme de 56 ans, a été approchée pour occuper un poste prestigieux au sein d'une ONG qui promettait de changer le monde. Bon salaire, compliments à l'appel. Elle pensait que la chance lui souriait enfin. Mais derrière les sourires et les contrats bien ficelés, un plan sordide était en marche. Quand la vérité a éclaté, personne ne pouvait croire ce qu'on lui avait fait. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos récits voyagent. Claudine Ndouaye ajusta son blazer bleu marine devant le miroir de l'ascenseur. 56 ans, les cheveux courts impeccablement coiffés, une posture mêlant élégance naturelle et discrétion, celle de ceux qui ont appris à se faire une place sans jamais déranger. Ce matin-là, en septembre, elle montait au 12e étage d'un immeuble de bureaux en plein centre-ville. Elle avait été conviée à ce que l'on appelait dans l'email une discussion autour d'opportunités. Les portes s'ouvrirent sur un couloir lumineux, aux murs blancs ornés de tableaux abstraits. Une réceptionniste blonde lui adressa un sourire poli avant de lui indiquer la salle de réunion, tout au fond. Claudine s'y dirigea d'un pas sûr, malgré le nœud à l'estomac qui l'accompagnait à chaque entretien important. Elle avait de l'expérience, c'est vrai. 23 ans dans le secteur associatif, à coordonner des projets de terrain, à gérer budget et rapports complexes. Mais son dernier poste avait pris fin 6 mois plus tôt à cause de coupes budgétaires. Et elle le savait. À son âge, chaque entretien pouvait être décisif. Lorsqu'elle entra dans la salle, un homme d'une quarantaine d'années se leva avec un sourire chaleureux. Costume gris impeccable, cheveux châtains coiffés en arrière, regard clair et attentif. « Claudine, quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Je suis Olivier Marceau, directeur financier du réseau avancé. Je vous en prie, installez-vous. » Il lui serra la main avec la juste fermeté, puis lui désigna un fauteuil confortable. Sur la table, une carafe d'eau fraîche, des verres en cristal et une chemise cartonnée portant le logo de l'organisation. Un cercle vert traversé par une flèche ascendante. « Merci pour l'invitation, monsieur Marceau. Je dois dire que j'ai été un peu surprise par votre appel. »« Appelez-moi Olivier, je vous en prie. Et la surprise devrait être pour nous. Votre parcours est impressionnant, Claudine. 23 ans dans le secteur, des projets récompensés, une reconnaissance publique. Vous êtes exactement le profil que nous recherchons. » Claudine sentit ses joues rosir. Elle n'était jamais tout à fait à l'aise avec les compliments. « Merci pour ces mots. Mais je dois admettre que je connais encore peu le réseau avancé. J'ai fait quelques recherches, mais j'aimerais en savoir davantage. » Olivier lui versa un verre d'eau avant de répondre, avec un ton calme et pédagogique. « Le réseau avancé a vu le jour il y a 5 ans, avec une mission simple, connecter des investisseurs sociaux à des projets à fort impact. En somme, nous sommes un pont. D'un côté, des personnes ou des entreprises qui souhaitent s'engager. De l'autre, des communautés ayant besoin de financement pour l'éducation, la santé, le logement. Nous avons déjà mobilisé plus de 80 millions d'euros et touché directement près de 300 000 familles. Les chiffres étaient impressionnants. » Claudine se pencha légèrement. « Et quel serait mon rôle dans tout ça ?» Olivier ouvrit la chemise cartonnée et en fit glisser le contenu vers elle. Graphiques, photos d'inauguration, témoignages imprimés. Nous sommes en pleine phase d'expansion. Nouveaux partenaires, nouveaux territoires, nouvelles ambitions. Et pour accompagner cette croissance, nous avons besoin d'un visage public. Quelqu'un qui incarne notre crédibilité auprès des institutions, qui signe les accords, qui représente officiellement le réseau avancé lors des grands événements. C'est là que vous entrez en jeu. Claudine parcourut les documents. École rénovée, enfants souriants, adultes en formation. Représentante institutionnelle, répéta-t-elle à voix basse, testant le titre. Cela signifie que je serai l'image de l'organisation ? Exactement. Vous signeriez les documents finaux des projets, participeriez aux inaugurations, assisteriez aux réunions avec les investisseurs.
Bien sûr, tout l'aspect technique et financier resterait sous la responsabilité de la direction. Mais votre présence serait ce saut de confiance dont nous avons besoin. Il y avait quelque chose de flatteur dans cette proposition. Être choisi pour son intégrité, pour son parcours. Mais un léger doute subsistait. Et en ce qui concerne l'opérationnel, aurais-je accès aux données internes, aux décisions financières? Olivier sourit avec douceur, comme un professeur répondant à une question attendue. Claudine, vous aurez accès à tout ce qui est pertinent pour votre mission. Les rapports consolidés, les bilans trimestriels, les présentations stratégiques. La gestion quotidienne est entre les mains des équipes techniques, naturellement. Je doute que vous ayez envie de passer vos journées dans des tableurs, non? Elle eut un petit rire. Disons que j'ai passé pas mal d'années dans les tableurs. Et c'est justement ce qui nous impressionne chez vous. Mais nous préférons que vous concentriez votre énergie sur ce qui compte vraiment. Créer des ponts, renforcer les partenariats, porter la voix du réseau là où elle doit être entendue. Cela semblait logique. Claudine avait passé sa vie à bâtir des liens, avec des élus locaux, des acteurs de terrain, des bailleurs de fonds. Peut-être était-ce enfin l'occasion de valoriser ses compétences autrement. « Et au niveau du salaire ?» demanda-t-elle avec pragmatisme. « 15 000 € net par mois, plus avantages, mutuelle haut de gamme, carte de restauration, prise en charge des transports, sans compter les frais liés aux déplacements et événements couverts par l'organisation. » Claudine sentit son cœur battre un peu plus vite. C'était presque 3 fois ce qu'elle touchait dans son dernier emploi. Une véritable bouffée d'air après des mois d'incertitude. C'est une proposition très généreuse. Vous les valez largement, Claudine. Des profils comme le vôtre sont rares. Ils continuèrent à discuter pendant encore 40 minutes. Olivier lui montra des vidéos institutionnelles, des données chiffrées, des projets à venir. Tout paraissait solide, bien huilé. La seule chose qui laissait Claudine légèrement perplexe, c'était de ne rencontrer aucun autre membre de l'équipe. Mais Olivier lui expliqua que les bureaux étaient en cours de déménagement vers un siège plus vaste et que beaucoup de collaborateurs travaillaient à distance. « Quand souhaitez-vous avoir une réponse ?» demanda-t-elle à la fin. « Il n'y a pas d'urgence. Mais je peux être honnête ? On envisageait d'autres profils, mais après cet échange, j'en suis convaincu. Notre première intuition était la bonne. Vous êtes la personne qu'il nous faut, Claudine. Je le sens. » Elle quitta ce rendez-vous l'esprit en ébullition. Sur le chemin du retour, coincée dans le métro bondé, Claudine pensait aux factures en retard, au loyer qui augmentait chaque année, à ce sentiment d'inutilité que le chômage avait fait naître. Mais elle pensait aussi à la responsabilité. Représenter une organisation, ce n'était pas rien. Ce soir-là, assise à la table de son petit salon, Claudine appela sa sœur cadette, Brigitte. « Tu ne vas pas croire la proposition que j'ai reçue aujourd'hui. » Brigitte l'écoutait attentivement à l'autre bout du fil, posant des questions pratiques. Avocate de profession, elle avait l'habitude de tout analyser dans le détail. « Tu connais quelqu'un qui bosse là-bas? Tu as eu des références? » « Pas encore. Mais je vais creuser. Le directeur a l'air sérieux et la structure paraît bien organisée. Claudine, tu es prudente. Je fais confiance à ton jugement. Mais promets-moi de ne rien signer sans tout lire, d'accord? Je ne signe jamais sans lire, Brigitte. Tu me connais. » Dans les jours qui suivirent, Claudine fit toutes les recherches possibles sur le réseau avancé. Elle trouva des articles sur des sites d'actualité locaux, des photos d'inauguration, des publications sur les réseaux sociaux. Tout semblait légitime. Il y avait même une vidéo d'un séminaire où Olivier Marceau parlait de durabilité financière dans le secteur associatif. Il était éloquent, convaincant. Une semaine plus tard, Claudine envoya un email pour accepter la proposition. Olivier répondit en moins de 2 heures, enthousiaste et chaleureux. Ils fixèrent la signature du contrat au vendredi suivant. Le jour venu, Claudine enfila son plus bel ensemble, prit sa pochette de documents et retourna dans l'immeuble de bureau.
Cette fois, elle fut accueillie non seulement par Olivier, mais aussi par deux assistantes qui se présentèrent comme Camille et Léa. Jeune, souriante, efficace. Camille apporta le contrat imprimé, paginé et agrafé. Léa proposa un café. « Prenez tout le temps qu'il vous faut pour lire », dit Olivier en s'asseyant à côté d'elle. « Si vous avez la moindre question, je suis là. » Claudine lut chaque clause. Droit, devoir, rémunération, conditions de rupture. Tout semblait standard. Il y avait une section sur la confidentialité, une autre sur la représentation institutionnelle, une troisième sur la reddition de comptes. Cette partie sur les signatures, dit-elle en montrant du doigt. Cela signifie que je signe au nom du réseau avancé? Oui, mais uniquement après validation en interne. Vous ne signerez jamais sans que la direction ait donné son feu vert. C'est aussi une protection pour vous, Claudine. On veut que vous soyez en confiance. Cela semblait raisonnable. Claudine prit le stylo tendu par Camille et signa les 3 exemplaires. Olivier afficha un large sourire. « Bienvenue officiellement au réseau avancé, Claudine. Je suis convaincu que nous allons accomplir de grandes choses ensemble. » Les premiers jours se déroulèrent avec une fluidité presque déconcertante. Claudine reçut un ordinateur portable neuf, un téléphone professionnel, un accès à l'adresse e-mail de l'organisation. Elle fut présentée en visioconférence à quelques coordinateurs de projet, tous courtois et respectueux. Elle participa à sa première réunion avec un groupe de potentiels investisseurs, où Olivier la présenta comme le nouveau visage de la confiance au sein du réseau avancé. Mais dès les premières semaines, de petits détails commencèrent à attirer son attention. Chaque fois qu'elle demandait l'accès à un système interne, on lui répondait qu'il était en maintenance ou que son identifiant était en cours de configuration. Lorsqu'elle s'enquérait des réunions de direction, Olivier expliquait qu'elles avaient lieu à des horaires décalés, en raison d'agendas chargés, mais qu'elle recevrait systématiquement des comptes rendus synthétiques. Claudine essaya de ne pas s'en formaliser. Après tout, elle était encore nouvelle. Il fallait un peu de temps pour comprendre la culture d'entreprise. Et Olivier restait toujours disponible, attentif, prêt à répondre à toutes ses interrogations. Ce que Claudine ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Olivier Marceau était assis devant son ordinateur personnel, en train de relire une liste. Une liste avec son nom en tête, suivie de remarques méticuleuses. Parcours solide. Crédibilité publique. Profil discret. Ne remet pas en question les structures de pouvoir. Signature fiable. Et juste en dessous, en lettres rouges, une phrase unique. Parfaite pour la façade. Il referma le document, effaça l'historique et se rendit à une nouvelle réunion. Une réunion à laquelle Claudine n'avait pas été conviée. Le premier malaise survint un mardi d'octobre, sous une pluie fine. Claudine était en train de relire un rapport trimestriel qu'Olivier lui avait envoyé lorsqu'elle remarqua une incohérence dans les chiffres. Selon le document, le réseau avancé avait investi 2,4 millions d'euros dans un projet d'alphabétisation en zone rurale. Mais lors d'une présentation la semaine précédente, le montant évoqué avait été de 1,8 million. Elle nota la différence dans son carnet et attendit la fin de la journée pour en parler à Olivier. Elle le croisa alors qu'il sortait de son bureau, toujours impeccable dans son costume, attaché case déjà en main. « Olivier, tu as une minute ?» Il se retourna avec un sourire automatique. « Bien sûr, Claudine, qu'est-ce qu'il y a ?» C'est au sujet du rapport trimestriel. J'ai relevé une différence dans les montants concernant le projet d'alphabétisation. La semaine dernière, tu parlais de 1,8 million. Mais là, c'est écrit 2,4 millions. J'aimerais comprendre. Olivier ne perdit pas son sourire, mais Claudine sentit un léger changement dans son regard. Une brève évaluation, comme s'il pesait mentalement la meilleure réponse à donner. Ah oui, bien vu, Claudine. En fait, le montant initial était bien de 1,8 million, mais on a reçu un apport complémentaire de 600 000 euros d'un investisseur qui est entré dans le projet un peu plus tard. Désolé pour la confusion. L'explication semblait tenir la route.
Claudine hocha la tête. « D'accord. Est-ce que cet apport est documenté quelque part? J'aimerais l'ajouter à mes notes. » « Bien sûr. Je vais demander à Camille de t'envoyer les documents demain. Ça te va? » Mais les documents n'arrivèrent pas le lendemain, ni le surlendemain. Quand Claudine relança, Camille répondit qu'elle attendait la validation du service financier. Lorsqu'elle relança encore, on lui dit que le document était en cours de révision par l'audit interne. La troisième fois, elle ne reçut tout simplement aucune réponse. Claudine commençait à être agacée, mais ne voulait pas paraître trop insistante. Après tout, il pouvait bien s'agir de lenteurs administratives. Elle décida d'attendre encore un peu. 2 semaines plus tard, lors d'une réunion avec des représentants d'une fondation d'entreprise intéressée par un partenariat, Olivier présenta des chiffres d'impact que Claudine ne reconnaissait pas. D'après lui, le réseau avancé aurait aidé 120 000 familles au cours du dernier semestre. Pourtant, le rapport qu'elle avait sous les yeux faisait état de 85 000. Elle ne dit rien pendant la réunion. Elle ne voulait pas créer un malaise devant les partenaires. Mais dès qu'ils furent seuls, elle interpella Olivier à nouveau. « Les chiffres que tu as donnés aujourd'hui ne correspondent pas au rapport. Comment arrives-tu à 120 000 familles ?» Olivier soupira, comme si elle insistait sur un détail mineur. « Claudine, tu regardes le rapport partiel. Le consolidé final, qui inclut les projets d'octobre, monte bien à 120 000. C'est une question de méthodologie. Impact direct contre indirect, bénéficiaire primaire contre secondaire, c'est un peu technique. Je travaille sur la reddition de comptes depuis plus de 20 ans, Olivier. Je connais ces méthodologies. Ce qui m'inquiète, c'est que nous présentions des chiffres différents selon notre audience. » Pour la première fois, Olivier ne sourit pas. Son expression devint sérieuse, presque professorale. « Claudine, je comprends ta préoccupation. Mais dans des réunions stratégiques, on utilise des projections consolidées. Si on entre dans les détails techniques, on perd l'attention des investisseurs. C'est une question d'efficacité de communication. Tu verras, on s'y habitue. » Il y avait quelque chose dans son ton qui dérangeait Claudine. Ce n'était pas agressif, mais il y avait cette condescendance à peine voilée. Comme si elle était une élève, et non une professionnelle expérimentée soulevant une question légitime. Claudine quitta la pièce avec un nœud à l'estomac. Ce soir-là, allongée dans son lit, elle fixa le plafond pendant des heures, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Était-ce juste une question de méthode? Ou y avait-il quelque chose de plus grave qu'elle n'arrivait pas encore à identifier? Dans les jours suivants, Claudine décida d'être plus attentive. Elle se mit à tout noter. Date, montant, déclaration, promesses de documents jamais envoyés. Elle créa un dossier personnel, en dehors du système de l'organisation, où elle consignait toutes ses incohérences. C'est alors qu'elle remarqua un schéma. Chaque fois qu'elle posait une question plus pointue, Olivier réagissait de l'une des 3 manières suivantes. Il utilisait un jargon technique compliqué qui donnait l'illusion d'une réponse sans vraiment en fournir une. Il promettait d'envoyer des documents, qui n'arrivaient jamais. Il changeait habilement de sujet. Lors d'une réunion de direction à laquelle elle fut enfin conviée, Claudine tenta de soulever la question des incohérences dans les rapports. À peine avait-elle commencé que Olivier l'interrompit. « Désolé, Claudine, mais je crois qu'il y a confusion. Ce que tu appelles une incohérence, ce sont en réalité des indicateurs d'évaluation différents. Peut-être qu'un petit module de formation en gestion avancée, comme Léa l'avait suggéré, pourrait t'aider à mieux maîtriser notre langage technique. » Autour de la table, les autres acquiescèrent vaguement avant de passer au point suivant. Claudine sentit ses joues chauffer. Pas de honte, mais de colère contenue. Elle n'était ni débutante, ni ignorante. Et pourtant, on la traitait comme si elle l'était. Après cette réunion, quelque chose changea. Les gens commencèrent à se comporter autrement avec elle. Camille et Léa, autrefois si disponibles, se contentaient de réponses sèches à ses emails. Les coordinateurs cessèrent de l'inclure dans certaines conversations. Lors d'un événement, elle surprit 2 employés chuchotant « Elle est un peu paumée en ce moment, non ?»
Elle remet tout en question. C'est là que Claudine comprit ce qui se passait. Olivier ne se contentait pas d'éviter ses questions. Il construisait une image d'elle. Une image où elle devenait la collaboratrice incertaine, vieillissante, pas à jour, qui ne comprend pas les nouvelles méthodes. Cette même semaine, Claudine prit une décision. S'il y avait quelque chose de louche, il lui faudrait des preuves concrètes. Les soupçons ne suffiraient pas. Elle se fit discrète. Lors des réunions, elle posa son téléphone personnel sur la table, comme si elle regardait l'heure, mais il enregistrait l'audio. Elle sauvegardait tous les emails dans un dossier séparé, y compris ceux qui lui paraissaient anodins. Elle photographiait les documents qui passaient entre ses mains, même les plus insignifiants. C'est lors de l'une de ces occasions qu'elle découvrit quelque chose de troublant. Olivier lui avait demandé de signer un accord de partenariat avec une société de conseil. Le document paraissait standard, mais Claudine, désormais plus vigilante, repéra une clause étrange. La société devait recevoir 15% de toutes les donations collectées, un pourcentage excessivement élevé pour le secteur. Elle alla trouver Olivier immédiatement. Ce pourcentage est bien au-dessus des normes. Les cabinets de conseil prennent généralement 5%, 8% grand maximum. Olivier jeta à peine un œil au document. Cette entreprise a un taux de conversion exceptionnel. Cela vaut l'investissement. Mais 15%, ça représente une part énorme de fonds qui devraient aller directement au projet. « Claudine », répondit-il, et cette fois, une irritation évidente perçait dans sa voix. « Tu as été embauché pour être le visage institutionnel, pas pour remettre en question les décisions stratégiques de la direction. Les analyses ont déjà été faites. Il ne manque plus que ta signature. » Claudine serra le document entre ses doigts. « Je ne vais pas signer quelque chose que je considère préjudiciable pour l'organisation. » Olivier inspira profondément, visiblement en train de contenir sa colère. « Très bien, je soumettrai cela à la réunion de direction demain. Mais il faut que tu comprennes une chose. Ici, on ne fonctionne pas sur des décisions individuelles. Nous sommes une équipe. » Le lendemain, Olivier lui annonça que la direction avait décidé de poursuivre le partenariat, mais que sa signature ne serait finalement pas nécessaire. Un autre directeur signerait à sa place. Claudine comprit le message. On l'évitait désormais. C'est à cette période qu'elle commença à remarquer des mouvements étranges. Olivier voyageait fréquemment, toujours pour des réunions stratégiques dans d'autres villes. Des documents autrefois facilement accessibles devinrent subitement restreints. Lors de conversations informelles, des collègues mentionnaient des comptes bancaires dont Claudine ignorait totalement l'existence. Un matin, en arrivant au bureau, elle ressentit une atmosphère pesante. Camille et Léa chuchotaient entre elles, s'interrompant brusquement lorsqu'elles l'aperçurent. Claudine se rendit dans son bureau, mais constata que ses accès au système avaient encore été réduits. Elle ne pouvait même plus consulter certains rapports de base. Elle appela le support technique. « Mon accès est restreint. Pouvez-vous le rétablir ?»« Madame Claudine, nous avons reçu des instructions de la direction concernant la modification de vos autorisations. Pour tout changement, vous devez passer par Monsieur Marceau. » Elle raccrocha, le cœur battant. Elle était progressivement isolée. Chaque question posée, chaque tentative de compréhension. Tout cela se retournait contre elle. Cet après-midi-là, Claudine demanda une réunion privée avec Olivier. Il l'accueillit dans son bureau, porte fermée. « Olivier, j'ai besoin que tu sois franc avec moi. J'ai le sentiment d'être tenu à l'écart des décisions, des informations, de tout. Si mon travail ne convient pas, je préfère que tu me le dises. » Il soupira, prenant une expression de préoccupation soigneusement calculée. « Claudine, tu es précieuse pour nous. Mais j'ai reçu des retours selon lesquels tu poses beaucoup de questions, que tu crées un climat de méfiance. Ce n'est pas bon pour l'équipe. On a besoin de quelqu'un qui ait confiance. Poser des questions, ce n'est pas suspecter. C'est faire mon travail avec responsabilité. Je vais être honnête avec toi. Certains directeurs pensent que tu ne t'es pas adapté à notre culture d'entreprise. Ils suggèrent
que ton expérience passée vient d'environnements plus traditionnels et qu'ici, avec notre rythme soutenu, tu te sens un peu dépassé. Claudine sentit le sang lui monter au visage. Je ne suis pas dépassé. J'essaie de comprendre pourquoi les chiffres ne correspondent pas, pourquoi des documents disparaissent, pourquoi je suis exclu des décisions clés. Olivier leva les mains, comme pour calmer quelqu'un d'agité. Tu vois, tu t'énerves. Ce n'est pas constructif. Pourquoi ne pas prendre quelques jours de repos? Te ressourcer un peu? Je n'ai pas besoin de repos. J'ai besoin de transparence. Il la regarda avec un mélange de pitié et d'impatience. Claudine, je vais être direct. Soit tu t'adaptes et tu fais confiance à l'équipe, soit ce poste n'est peut-être pas fait pour toi. Je n'aimerais pas perdre ton travail, mais je ne peux pas garder quelqu'un qui sème la discorde en interne. C'était une menace à peine voilée, mais parfaitement claire. Claudine sortit de ce bureau en tremblant, non pas de peur, mais de lucidité brutale. Olivier ne se contentait pas de cacher des informations. Il préparait quelque chose. Et elle était en train d'être désignée comme la fautive. Ce soir-là, Claudine appela sa sœur. « Brigitte, je crois que je suis tombée dans quelque chose de vraiment malsain. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais il y a quelque chose de très louche dans cette boîte. Et j'ai l'impression qu'on est en train de me désigner comme bouc émissaire. Claudine, si tu ressens ça, pars. Donne ta démission demain. Je ne peux pas. Si je pars maintenant, ils diront que j'ai fui mes responsabilités. Mon nom restera lié à cette organisation, quoi qu'il arrive. Je dois comprendre ce qui se passe avant de prendre une décision. » Dans les jours qui suivirent, Claudine accéléra sa collecte discrète de preuves. C'est alors qu'Olivier lui remit une pile de nouveaux contrats à signer. C'était un vendredi après-midi. Ce sont des accords de partenariat avec des mairies. Il faut les signer d'ici lundi. Tu peux les emmener chez toi? Claudine feuilleta rapidement les documents. Des dizaines de pages, des contrats complexes. Olivier, j'ai besoin de temps pour tout lire attentivement. Claudine, s'il te plaît, tout a déjà été validé par le service juridique. Il ne manque que ta signature pour finaliser. C'est urgent. Elle le regarda, puis prit une décision. Je vais les lire ce week-end et je te les ramène lundi. D'accord? Il ne sembla pas ravi, mais acquiesça. Claudine passa tout le week-end à lire ses contrats. Et c'est là qu'elle vit. Des clauses qui détournaient des fonds, des pourcentages absurdes, des entreprises fantômes listées comme prestataires. Tout était habilement dissimulé derrière un jargon technique et des formulations obscures. Mais c'était là. Le lundi matin, elle refusa de signer. Et quand Olivier lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « J'ai besoin d'éclaircissements avant de signer quoi que ce soit. » Son expression changea du tout au tout. Il n'y avait plus ni patience, ni courtoisie. « Claudine, tu compliques inutilement notre travail. » « Je protège mon intégrité. » Ce fut leur dernière conversation cordiale. À partir de là, tout s'accéléra d'une manière que Claudine n'aurait jamais pu imaginer. L'appel arriva un jeudi, peu après 9 heures du matin. Claudine travaillait chez elle, en télétravail, comme elle le faisait depuis 2 semaines. Olivier avait suggéré qu'elle reste en home office pour apaiser les tensions au bureau. Elle avait accepté, tout en comprenant qu'on cherchait surtout à l'écarter physiquement. « Madame Claudine Ndouaille ? » ?»« Oui, c'est moi. » Ici le commissaire Arnaud Girard, division des crimes financiers. J'aurais besoin que vous veniez aujourd'hui au commissariat pour répondre à quelques questions concernant le réseau avancé. Le cœur de Claudine s'emballa. Des questions à propos de quoi exactement? Je préfère ne pas en discuter par téléphone. Pouvez-vous venir avant 14 heures? Oui, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Le réseau avancé fait l'objet d'une enquête pour soupçon de fraude et de détournement de fonds. Votre nom apparaît en tant que représentante légale sur plusieurs documents. C'est pour cela que nous devons vous entendre. Claudine raccrocha.
les mains tremblantes. Elle resta figée quelques minutes, tentant de digérer l'information. Puis elle saisit son téléphone et appela Olivier. Messagerie. Camille. Messagerie. Léa. Rien. Elle tenta le numéro fixe du bureau. Une voix enregistrée annonçait que le numéro était temporairement hors service. C'est là que la panique la saisit. Elle appela Brigitte. La police m'a convoqué. L'entreprise est sous enquête et mon nom figure sur les documents. Calme-toi, Claudine. Respire. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as donc rien à craindre. Je viens avec toi. À 14 heures, les deux sœurs franchissaient les portes du commissariat. Le commissaire Arnaud était un homme d'une cinquantaine d'années, chauve, le regard fatigué de ceux qui ont déjà vu trop de choses. Il les reçut dans un petit bureau, avec une table, 3 chaises et un ventilateur qui faisait plus de bruit que d'air frais. « Madame Ndouaye, merci d'être venue. Je vais être direct. Le réseau avancé a déplacé environ 45 millions d'euros au cours des 8 derniers mois, censés financer des projets sociaux. Or, près de 32 millions ont disparu. Pas de projets réalisés, pas de bénéficiaires identifiés, aucune traçabilité. Et votre nom apparaît comme représentante légale sur la majorité des contrats et des documents bancaires. » Claudine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais je n'ai jamais eu accès aux comptes. Je n'ai jamais géré d'argent. Je signais seulement les documents qu'on me présentait. Est-ce que vous les lisiez avant de signer? Oui, toujours. Mais beaucoup étaient techniques, complexes. On me disait que la partie financière relevait de la direction. Le commissaire ouvrit un dossier épais et commença à lui montrer des documents. Contrats, virements, autorisations. La signature de Claudine figurait partout. Mais il y avait aussi des choses qu'elle n'avait jamais vues. Mouvements bancaires à son nom, procuration qu'elle ne se souvenait pas avoir signée, documents juridiques la désignant comme associée. « Je n'ai pas signé ça, » dit-elle en montrant un des papiers. « Ce n'est pas ma signature. » Le commissaire rapprocha le document. L'analyse graphologique nous le dira. Mais à première vue, cela y ressemble beaucoup. Brigitte, qui jusque-là était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Commissaire, il est évident que ma sœur a été utilisée. C'est elle la façade. Qui sont les autres impliqués? Nous cherchons à les retrouver. Le principal instigateur est Olivier Marceau, mais il a disparu. Il n'est plus à son adresse, ses téléphones sont coupés, aucun enregistrement de vol à son nom. Les autres membres de la direction sont également introuvables. La seule personne encore en activité jusqu'à la semaine dernière, c'est votre sœur. » Claudine sentit la nausée monter. « Il m'a utilisé. Madame, j'ai vu beaucoup d'arnaques dans ma carrière. Celle-ci est classique. On choisit une personne à la réputation irréprochable. On l'installe comme visage officiel. On l'informe juste assez pour qu'elle semble complice, mais pas assez pour qu'elle comprenne ce qui se trame. « Mais j'ai des preuves !» s'exclama Claudine, se souvenant brusquement. « J'ai commencé à soupçonner quelque chose depuis des semaines. J'ai des enregistrements, des emails, des documents. J'ai tout archivé parce que je sentais que quelque chose clochait. » Le commissaire se pencha, visiblement intéressé. « Quel genre de preuves ?» Claudine sortit son téléphone et commença à montrer ce qu'elle avait. Mais le plus important se trouvait dans un dossier spécifique sur son ordinateur personnel, resté chez elle. « J'ai tout organisé. Je peux vous l'apporter aujourd'hui. » « Très bien. N'effacez rien. Ne modifiez rien. Ça pourrait être déterminant. » Elles quittèrent le commissariat et rentrèrent aussitôt à l'appartement de Claudine. Pendant qu'elle copiait tous les fichiers sur une clé USB, Brigitte marchait nerveusement dans la pièce. « C'est très grave, Claudine. Très grave. Il pourrait t'accuser de complicité? »« Je sais, mais je n'ai rien fait. J'essayais seulement de comprendre ce qui se passait. Le problème, c'est de le prouver. Et pour ça, il faut que tes preuves soient solides. » Claudine termina la copie des fichiers et retourna au commissariat. Le commissaire et 2 enquêteurs passèrent plusieurs heures à tout analyser.
Ils écoutèrent les enregistrements, examinèrent les emails, scrutèrent les photos de documents. C'est alors qu'un des enquêteurs, un jeune homme à lunettes prénommé Marc, prononça une phrase qui allait tout changer. « Commissaire, j'ai ici un email très explicite, » dit Marc. Il est signé d'Olivier, adressé à quelqu'un nommé Ricardo. On ne sait pas encore qui c'est. Il écrit textuellement « Claudine est parfaite pour le rôle. Elle a la réputation dont on a besoin et elle ne posera pas trop de questions. Nous, on sera déjà loin. » Le silence dans la pièce devint lourd. Le commissaire tourna lentement les yeux vers Claudine. Ils ont tout planifié depuis le début. Des larmes chaudes coulèrent sur le visage de Claudine. Pas des larmes de tristesse, des larmes de rage. Elle avait été choisie non pour ses compétences, mais pour sa vulnérabilité. Une femme noire, de 56 ans, sans emploi, ayant désespérément besoin d'une opportunité. Mais ils avaient sous-estimé quelque chose de fondamental. Claudine avait peut-être fait confiance au départ, mais dès qu'elle a douté, elle a agi. Elle a tout documenté, conservé des preuves. Et ce n'est pas tout, poursuivit Marc. Ici, on a un échange où Olivier dit qu'il transfère des fonds vers des comptes offshore et qu'il va disparaître dans 2 semaines. Le message date d'il y a 10 jours. Le commissaire serra les poings. Il préparait sa fuite et il comptait bien la laisser derrière pour tout assumer. Dans les jours qui suivirent, l'enquête s'accéléra. Grâce aux preuves fournies par Claudine, la police réussit à retracer une partie des fonds détournés, à identifier des comptes dans des paradis fiscaux, à cartographier le réseau de sociétés écrans. Ils découvrirent que Olivier Marceau n'était même pas son vrai nom. Il avait déjà un passé frauduleux dans d'autres régions, toujours avec le même mode opératoire. Créer de fausses ONG, recruter une personne à la réputation irréprochable comme façade, détourner des millions, puis disparaître. Mais cette fois, pour la première fois, il y avait des preuves directes. Et ces preuves avaient été méticuleusement rassemblées par celles qu'il pensait faciles à manipuler puis à oublier. Les médias commencèrent à relayer l'affaire. Une organisation sociale détourne des millions dans une escroquerie présumée, titraient les journaux. Au début, le nom de Claudine apparut parmi les personnes sous enquête. Ce fut un choc. Une période sombre. Claudine ne sortait presque plus. Elle passait ses journées à répondre à la police, à fournir des documents, à tenter de comprendre comment sa vie avait pu basculer si brutalement. Mais environ 3 semaines plus tard, une nouvelle tomba. Olivier Marceau avait été localisé. Il se trouvait dans un hôtel d'une ville côtière, prêt à passer la frontière avec de faux papiers. Il fut arrêté en tentant de monter à bord d'un vol international. Dans sa chambre d'hôtel, la police trouva des ordinateurs portables contenant des tableurs détaillant le schéma de fraude, de faux passeports, de l'argent liquide en plusieurs devises. Et surtout, des emails et messages confirmant point par point les accusations de Claudine. Le commissaire Arnaud appela Claudine en personne. « Nous l'avons arrêté. Et grâce aux preuves que vous nous avez fournies, ainsi qu'à ce que nous avons saisi chez lui, nous avons un dossier solide. Le procureur a déjà indiqué que vous ne serez pas inculpé. Les éléments sont clairs. Vous êtes une victime, pas une complice. » Claudine s'effondra sur son canapé, en larmes. Pas des larmes de soulagement uniquement, mais des larmes pleines de colère, d'épuisement, de dignité blessée. Elle avait été utilisée, trahie, et elle avait tenu bon. Mais Claudine savait que ce n'était pas encore fini. Son nom restait associé au scandale. Les gens doutaient encore. Elle devait reconstruire sa réputation, sa vie, sa confiance en elle. Et il lui restait une chose à faire. Une chose que ni la police, ni sa sœur, ni personne ne savait. Claudine avait gardé une preuve spécifique, un enregistrement audio. Une conversation de 15 minutes avec Olivier où, pensant exploiter ses insécurités, il avait révélé en détail sa stratégie. Claudine avait attendu le bon moment pour utiliser cette carte. Et ce moment arrivait enfin.
Le procès était prévu pour un mardi de janvier, 7 mois après l'arrestation d'Olivier Marceau. L'affaire avait pris une ampleur nationale, non seulement à cause des montants détournés, mais aussi pour la cruauté du procédé. Utiliser une femme irréprochable comme bouclier humain pour des crimes qu'elle n'avait même pas soupçonnés. Claudine se leva tôt ce jour-là. Elle enfila un tailleur sobre, bleu marine, discret. Elle se regarda dans le miroir et ne vit plus la femme brisée d'autrefois, mais quelqu'un qui avait traversé les flammes sans se laisser consumer. Brigitte passa la chercher à 8 heures du matin. Sur le trajet jusqu'au tribunal, elles parlèrent peu. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Toutes deux savaient que cette journée ne déterminerait pas seulement le sort d'Olivier, mais aussi la réhabilitation publique de Claudine. Le tribunal était bondé. Des journalistes, des curieux, des avocats, des représentants d'organisations sociales lésées. Claudine entra et s'installa sur le banc réservé aux témoins. En face, entouré de 3 avocats de renom, se trouvait Olivier Marceau. Il avait maigri, son costume n'avait plus rien de parfait, mais son regard restait calculateur. Quand leurs regards se croisèrent, il ne détourna pas les yeux. Il la fixa, avec une expression indéchiffrable. Mépris? Surprise? Respect involontaire. Le juge, un homme aux tempes grises et au visage sévère, ouvrit la séance. Le parquet exposa les charges. Escroquerie aggravée, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, falsification de documents. Les preuves furent présentées, une à une. Contrats frauduleux, virements vers des comptes fictifs, emails accablants. La défense d'Olivier tenta de faire croire qu'il avait lui aussi été manipulé, qu'il n'était qu'un employé exécutant des ordres. Mais la procureure avait une arme décisive. Elle appela Claudine à la barre. Claudine s'avança jusqu'au centre de la salle, prêta serment et s'assit. La procureure, une femme d'une 40aine d'années, maître Élodie Marchal, s'approcha avec un regard empreint de respect. « Madame Claudine, pouvez-vous nous raconter, avec vos propres mots, comment vous avez été recrutée par le réseau avancé ?» Claudine inspira profondément, puis commença. Elle parla de la proposition flatteuse, de la manière dont Olivier avait su dire exactement ce qu'il fallait pour la faire se sentir valorisée. Avez-vous eu, à un moment quelconque, un accès réel aux opérations financières? Jamais. Chaque fois que je demandais, on me donnait une excuse. Le système était en maintenance, les documents en cours d'audit, il fallait une autorisation spéciale. Et lorsque vous avez commencé à avoir des soupçons, qu'avez-vous fait? J'ai commencé à tout documenter. J'ai enregistré des réunions, sauvegardé des emails, pris des photos de documents. Parce que j'ai appris, au fil de mes années de travail, que lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut des preuves, pas des impressions. Puis vint la question que toute la salle attendait. Étiez-vous consciente d'être utilisée comme couverture pour une opération criminelle? Claudine regarda directement Olivier, avant de répondre « Non, et c'est ce qui fait le plus mal. J'ai fait confiance, parce qu'il a su exploiter non seulement mon besoin d'emploi, mais aussi ma réputation, mon parcours sérieux. Il a transformé mon intégrité en arme contre moi-même. » Un silence épais s'abattit sur la salle. La défense tenta alors de décrédibiliser Claudine. L'un des avocats, jeune, agressif, insinua qu'elle avait été complice. « Vous avez des décennies d'expérience, n'est-ce pas? Comment se fait-il que vous n'ayez pas compris que vous signiez des documents frauduleux? » Claudine resta calme. « J'ai senti que quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi j'ai commencé à tout documenter. C'est pourquoi j'ai refusé de signer plusieurs documents quand j'ai compris. Ce que j'ignorais, c'était l'ampleur du système, justement parce qu'on m'en empêchait. Mais vous avez signé plusieurs contrats qui ont permis les détournements. J'ai signé des documents qu'on m'a présentés comme légitimes, par une personne à qui je n'avais aucune raison de ne pas faire confiance au départ. Quand j'ai commencé à poser des questions, on m'a réduite au silence, écartée, préparée à porter seule la faute. C'est alors que la procureure sortit la dernière preuve.
l'enregistrement que Claudine avait gardé, l'audio d'une réunion où Olivier, pensant manipuler l'insécurité de Claudine, avait trop parlé. La voix d'Olivier emplit le tribunal. « Claudine, il faut que tu me fasses confiance. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu as exactement le profil qu'il nous faut. » Puis vint la phrase qui changea tout. « Et entre nous, si jamais ça tourne mal, c'est toi qui seras officiellement en première ligne. Moi, je reste en coulisses, comme toujours. C'est plus sûr. Pour tout le monde. » Le silence qui suivit fut total. Les avocats d'Olivier crièrent que c'était hors contexte, que cela ne prouvait rien. Mais toute la salle avait compris. C'était une confession. Claudine avait été délibérément choisie pour être sacrifiée. La procureure présenta aussi les emails retrouvés dans l'ordinateur d'Olivier, où il écrivait que Claudine était parfaite pour endosser la faute et qu'elle ne pourrait rien prouver puisqu'elle n'a accès à rien. Olivier demanda alors à témoigner en sa propre défense contre l'avis de ses avocats. Ce fut une erreur. Il tenta de garder son calme, mais quand la procureure le confronta à ses propres mots, il perdit pied. Madame Ndoye savait exactement ce qu'elle faisait. Elle joue les naïves, mais elle était très bien payée. « 15 000 € par mois, pendant que vous détourniez des millions, » répliqua la procureure. « Ce n'est pas une complice, monsieur Marceau. C'est une salariée dupée, comme tant d'autres. » Olivier tenta de se justifier, mais chaque mot ne faisait que creuser sa tombe. Après 2 jours d'audience, le juge annonça qu'il rendrait sa décision dans 1 semaine. 7 jours d'attente angoissante pour Claudine. Elle tenta de garder une routine, mais l'issue du procès occupait tout son esprit. Le jour du verdict, le tribunal était encore plus rempli que la première fois. Le juge entra. Tout le monde se leva. Le rituel fut respecté. Puis, il prononça le jugement. Compte tenu de toutes les preuves présentées, des témoignages entendus et de l'analyse rigoureuse du dossier, cette cour conclut que M. Olivier Marceau, dont le véritable nom est Carlos Eduardo Silva, est coupable de l'ensemble des crimes qui lui sont reprochés. Le juge marqua une pause et fixa Olivier. « Vous n'avez pas seulement détourné des fonds destinés à des personnes vulnérables. Vous avez détruit des réputations, ruiné la vie de personnes innocentes qui vous ont fait confiance. La peine est de 18 ans de réclusion à purger en régime fermé, avec obligation de remboursement intégral des sommes détournées, ainsi que des dommages et intérêts aux victimes. » Olivier ferma les yeux. Ses mains tremblaient. Le juge tourna ensuite son regard vers Claudine. « Madame Ndoye, cette cour reconnaît non seulement votre innocence, mais aussi votre courage. Vous avez documenté les irrégularités sans même en connaître l'ampleur réelle. Vos actions ont été essentielles pour que justice soit rendue. Vous êtes totalement exonéré de toute responsabilité. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Claudine. Des larmes de soulagement authentiques. Brigitte, assise derrière elle, posa la main sur son épaule et la serra doucement. À la sortie du tribunal, plusieurs journalistes entourèrent Claudine. Elle n'avait pas envie de parler, mais la procureure lui souffla que ce serait peut-être important pour que sa version des faits soit clairement entendue. « Comment vous sentez-vous après ce verdict ?» Claudine prit quelques secondes avant de répondre. « Je me sens soulagée, mais aussi triste. Triste d'avoir fait confiance. Triste d'avoir cru que je participais à quelque chose de bien. Je me suis sentie trahie, utilisée. Mais je suis aussi reconnaissante. Reconnaissante d'avoir eu le réflexe de poser des questions, d'avoir eu le courage de documenter ce que je ne comprenais pas. Parce que si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui, je serais en train de répondre pour des crimes que je n'ai jamais commis. Avez-vous un message pour d'autres personnes qui pourraient se trouver dans une situation similaire? Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous paraît suspect, c'est qu'il y a probablement une raison. Posez des questions, exigez de la transparence et gardez des traces de tout. Parce que les gens mal intentionnés
comptent sur notre silence, notre naïveté, notre besoin de croire. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Dans les mois qui suivirent, la vie de Claudine reprit doucement son cours. Des organisations sérieuses la contactèrent pour lui proposer de donner des conférences sur la gouvernance et la transparence. Des universités l'invitèrent à parler d'éthique professionnelle. Son nom, autrefois sali par l'affaire, était désormais cité en exemple. Exemple d'intégrité, de résilience, de courage. Claudine se remit à travailler, cette fois en tant que consultante indépendante. Elle aidait des associations à mettre en place des protocoles de transparence et de reddition de comptes. Un an jour pour jour après le verdict, Claudine reçut une distinction honorifique de la part de l'Association des organisations de la société civile. Lors de l'événement, devant plus de 200 personnes, elle monta sur scène pour recevoir une plaque. Au micro, elle déclara « Je ne me considère pas comme une héroïne, j'ai juste fait ce qui devait être fait. Mais si mon histoire peut servir à quelque chose, qu'elle serve à rappeler une chose. La vérité peut faire mal. Elle peut coûter cher. Mais elle est toujours plus forte que le mensonge. Toujours. » Ce soir-là, chez elle, Claudine s'assit à sa table avec une tasse de thé. Elle regarda par la fenêtre la ville illuminée. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la manière dont sa vie avait été bouleversée. Et malgré tout, elle était en paix. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous à la place de Claudine? Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez jamais, poser des questions, c'est aussi une façon de se protéger.